Voilà, parfait. Donc, l'idée, c'était de continuer à détenir de l'immobilier locatif nu en France ou encore une résidence principale pour un non-résident. Alors, dans un premier temps, il faut quand même évoquer les avantages de cet immobilier. Alors, a priori, on est tous, hein, que ce soit moi, que ce soit Georges David Benayoun, notre fiscaliste, on donne le conseil de ne pas conserver la résidence principale. Après, si vous y tenez absolument, il faudra trouver des moyens, mais en l'occurrence, souvent, on a de l'immobilier en France et c'est de l'immobilier locatif qu'on a depuis longtemps. On y est attaché, soit par rapport à un bon emplacement, soit la force de l'habitude, soit un attachement plus personnel. Donc, en tout état de cause, le but n'est pas de vous dire qu'il faut tout vendre. Je précise simplement qu'il est compliqué et voire même impossible de dire qu'on est résident fiscal israélien quand on a un passeport israélien et qu'on a 90% de son patrimoine en France. Donc effectivement, à un moment donné, il faut regarder ce qu'on souhaite réellement. Alors, dans cet immobilier, il y a des avantages, immobilier locatif, hein, bien évidemment, je ne parle pas de la résidence principale, un revenu récurrent est relativement stable, un attachement particulier au bien, j'en ai parlé. Dans les inconvénients, il y a quand même une fiscalité importante avec un impôt sur le revenu qui est de minimum 30%. En tant que résident fiscal français, on peut monter jusqu'à 45%. On va revenir dessus. En tant que non-résident, on peut monter jusqu'à 30%. C'est 20% au premier euro et ensuite 30%. J'aborderai ce point un petit peu plus tard. Il faut toutefois noter des frais plus lourds liés à l'éloignement, tant en gestion qu'en fiscalité. Et malheureusement, un doute s'insinue sur la perception des loyers aussi régulière que dans le passé, suite aux dommages collatéraux du Covid. Voilà, il y a une espèce d'exode en ce moment de Paris. Les gens n'aiment plus trop les appartements, préfèrent avoir un petit bout de terrain, avoir en France en tout cas une résidence plutôt éloignée de Paris, plutôt en banlieue, encore une fois avec un bout de terrain. Et puis, il faut dire qu'on a un maire sur Paris ou une mairesse, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, c'est une folle. Et elle fait une guerre à l'immobilier depuis, pas à l'immobilier, pardon, à la voiture depuis des années. Et donc aujourd'hui, il faut admettre que beaucoup de rues, d'avenues, d'axes ont été refermées et énormément de places de parking ont été neutralisées. Donc globalement, très, très, très difficile, de plus en plus difficile de vivre à Paris intramuros. Alors, les revenus locatifs. Eh bien, en tant que non-résident, puisque c'est vraiment l'objet de ce thème ce matin, le taux minimum d'imposition est de 20% au premier euro jusqu'à 27 519 et il est de 30% au-delà de ce montant qui évolue chaque année. Les revenus locatifs, revenus fonciers, revenus de location meublée et autres revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, BNC, bénéfices non commerciaux, BA, bénéfices agricoles, sont soumis à un taux minimum d'imposition lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents, évidemment sous réserve de l'application de conventions fiscales internationales. Donc, fixé à 20% jusqu'en 2018, le taux d'imposition est désormais établi à 30%. C'est l'article 13 de la loi de finances 2019. Et toutefois, faisant figure de compromis avec le Sénat, l'Assemblée nationale a décidé d'inclure un seuil, le fameux 27 519, en deçà duquel le taux d'imposition reste à 20%. C'est-à-dire qu'en France, on a une difficulté, c'est qu'on manque de liquidité. L'État est très sollicité depuis 35-40 ans et beaucoup plus avec le Covid. Donc, bien évidemment, on n'a pas particulièrement envie à Bercy de faire des cadeaux à des non-résidents. Il faut le comprendre. Voilà les taux, vous les connaissez puisqu'on en parle depuis tout à l'heure.
il ne faut pas oublier les prélèvements sociaux en France, qui sont de 17,2%. Donc 20 plus 17,2, ça fait 37,2, mais 30 plus 17,2, ça fait 47,2, et là, on approche les 50% de fiscalité. Alors, concernant les 17,2%, il faut savoir qu'il y a une exonération de CSG, CRDS aux non-résidents européens, mais elle est limitée aux non-résidents européens, qui, eux, ont droit à un taux réduit de 7,50. Comme vous le savez, Israël ne faisant pas partie de l'Europe, on reste imposé à 17,2. Donc voilà le tableau comparatif. Quand on est résident, on est à 7,5%, résident européen, et ils ont fait une dérogation également pour la Suisse. Et par contre, pour des résidents hors Union européenne et hors de Suisse, on continue d'être taxé à 17,2% sur les revenus fonciers. Il ne faut pas oublier non plus qu'en France, il y avait un ISF qui a été transformé en impôt sur la fortune immobilière. On doit ça à Macron. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que le gros de cet impôt sur la fortune a été maintenant concentré sur l'immobilier au-delà de 1 300 000 €. Alors, il y a également, lorsqu'on vend de l'immobilier, un régime de plus-value des particuliers avec un délai qui est fixé à 10 ans et un abattement de 150 000 € par contribuable. Donc, il faut savoir que pour un couple, on peut avoir un couple, évidemment, en communauté. Hein. Si on est en séparation de biens et que le bien n'appartient qu'à une personne, on n'a droit qu'à une seule fois cet abattement de 150 000 €. Donc, en l'occurrence, on a 10 ans à partir du moment où on est non-résident pour bénéficier, peu importe sur quelle résidence, de 150 000 € d'exonération sur la plus-value immobilière. Bon, c'est l'article 150U2, deuxièmement du CGI. Et pour en bénéficier, évidemment, plusieurs conditions doivent être remplies, dont celle d'un délai de 5 ans entre le départ de France et la date de cession. Attention, ce 5 ans a été porté à 10 ans, c'est ce qui est indiqué dans la dernière ligne, avec la loi de finances de 2019. En revanche, lorsque le contribuable non résident a la libre disposition du bien, au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession, aucun délai n'est à respecter. Alors, évidemment, moi, je pense qu'il faut vendre rapidement sa résidence principale pour être exonéré de la plus-value. Comprenez bien qu'à partir du moment où vous quittez votre résidence principale, j'ai coupé. Voilà. Lorsque vous avez quitté la France, que vous êtes monté dans l'avion et que vous vivez en Israël, votre résidence principale n'est plus en France. Alors, il y a quand même une tolérance parce qu'on ne vend pas un bien immobilier comme ça en claquant dans les doigts. Cette tolérance, elle est jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'ALIA. Donc, quelqu'un qui ferait son ALIA en 2000, qui aurait fait son ALIA en 2021, aurait jusqu'au 31 décembre 2022 pour bénéficier de cette exonération de plus-value. Exonération qui est importante parce que souvent, sur la résidence principale, qui est un bien assez stable et qu'on détient depuis des années, on a une plus-value et souvent une plus-value importante. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'entre le moment de votre départ et le moment de la vente, il ne faut pas que le lien ait été occupé par quelqu'un d'autre ou loué. Donc, en tout état de cause, si c'est votre résidence principale, vous avez donné un mandat et l'agent immobilier met quelques mois ou une année pour le vendre, mais sans que le bien soit occupé, pas de problème, vous bénéficierez de cette exonération de plus-value. Alors, les droits de succession, on en reparle rapidement et après, on va vraiment se focaliser sur l'immobilier. Israël n'applique aucun droit de succession, mais la France continue d'en appliquer pour un non-résident dans 2 cas précis, il y en a même 3. Alors, les droits de succession sont sur le patrimoine présent sur le sol français.
bien évidemment, vous êtes en Israël et vous avez conservé des biens en France, que ce soit de l'immobilier ou des liquidités, il y a droit de succession sur ce patrimoine qui est toujours un patrimoine français. Donc évidemment, voilà, l'immobilier, les comptes en banque, les contrats d'assurance vie souscrits en France, avec un régime un peu particulier pour les contrats d'assurance vie. Deuxièmement, et vous le savez, parce qu'on n'arrête pas de le répéter, la France est le seul pays au monde qui ait réussi à introduire dans sa fiscalité le fait qu'on taxe un héritier. Donc je me mets dans un cas encore plus extrême, vous vivez en Israël, votre argent est en Israël, votre immobilier est en Israël, vous n'avez plus rien en France. Eh bien, au moment de votre décès, si l'un de vos héritiers se trouve en France, il sera taxé sur ce qu'il reçoit parce qu'il est français. Voilà le barème applicable. Il faut savoir qu'après un abattement de 100 000 € pour le moment, il y a des petites tranches ridicules, de 8 000, 4 000, etc., 3 000. Mais dès qu'on dépasse 15 932 € jusqu'à 500, un peu plus de 500 000, on est à 20%, 30, 40, 45, selon la taille du patrimoine. Voilà, donc c'est important, une fois qu'on a fait son alia, ou même avant en préparation, de regarder ce qui doit absolument rester en France et ce qui pourrait ou devrait être vendu. Donc, il faut faire le ménage. Moi, j'aime bien utiliser le terme « jouer au Monopoly », puisque, bien évidemment, c'est un vrai tournant que vous faites en quittant la France. Alors, l'immobilier locatif nu, qu'est-ce qu'on en fait? La première solution, c'est ne rien faire. Je vais simplement vous détailler toutes les solutions et derrière, vous saurez à peu près dans quelle situation vous vous trouvez ou dans quelle solution, vers quelle solution vous pourriez vous diriger. Alors, si vous ne faites rien, les inférences, c'est que vous aurez toujours, alors, pardon pour les abréviations, IR, ça veut dire impôt sur le revenu, IFI, ça veut dire impôt sur la fortune immobilière, plus des frais de gestion et plus des droits de succession à changer. Voilà. De plus, il pourrait être délicat de demander à bénéficier des exonérations d'impôts sur revenus étrangers accordées aux OLIM si l'ensemble des revenus et le cœur économique du patrimoine se trouvent toujours en France. La solution 2, ça serait vendre le bien à ses enfants, si vraiment on veut le conserver, parce qu'il y a quand même aussi la solution qui consiste à le vendre. Donc, on peut, si on veut le conserver dans le patrimoine familial, le mieux qu'on ait à faire, c'est de le vendre à ses enfants. De cette manière, on conserve le bien dans la famille, on met en place un crédit à une époque où les taux n'ont jamais été aussi bas. C'est toujours le cas. Il y a des petites tensions sur les taux d'intérêt, ça va remonter un peu, mais on est toujours sur des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas en France, qui sont de l'ordre de 1 à 1,20% dès qu'on est sur des durées de 15 à 20 ans. Les inférences, c'est que l'impôt sur le revenu, sur les revenus locatifs, l'impôt sur la fortune immobilière et les frais de gestion seront pour les enfants, mais au moins, ils sont sur place. Peut-être que c'est plus facile de gérer le bien quand on est sur place. Et puis, peut-être que les enfants n'ont pas un patrimoine qui les ferait rentrer dans l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, il resterait de l'impôt sur le revenu. Voilà, on pourrait se poser la question de l'assujettissement de la SCI à l'IR ou à l'IS, parce qu'on peut, encore une fois, jouer sur la fiscalité de telle manière qu'il y ait le moins d'impôts possible avec un impôt société. IR signifie impôt sur le revenu, vous le savez. IS, impôt société. C'est aussi une possibilité, mais c'est trop complexe pour qu'on l'aborde ce matin. En tout cas, le montant qui est retiré de la vente vous permettra, en tant qu'OLIM, un placement substitutif afin d'obtenir un revenu récurrent égal ou supérieur à l'ancien loyer net des divers frais et taxes, avec éventuellement une absence de droit de succession, puisque vous n'êtes plus obligé de conserver un actif en France, vous avez des liquidités, vous pouvez le rapatrier en Israël, acheter de l'immobilier en Israël
ou faire un placement. Mais pour ça, on verra l'utilisation des liquidités la semaine prochaine. La solution 3. La solution 3, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est à peu près la même idée, c'est qu'on pourrait apporter le bien à une SCI démembrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire démembrée? Dans chaque bien, il y a deux parties. À qui appartient le bien? On appelle ça en France la nue propriété. Et qui jouit du bien, en tout cas qui perçoit les loyers, on appelle ça l'usufruit. La réunion de ces deux parties, quand on possède la pleine propriété, fait que, et on est propriétaire du bien, et en même temps on perçoit les loyers. Mais une SCI démembrée, c'est quoi? C'est une SCI dans laquelle les enfants pourraient détenir la nue propriété et les parents, OLIM, pourraient toujours bénéficier des revenus. Le fait de cette solution, les parts de SCI sont réparties entre les parents qui conservent l'usufruit des loyers et les héritiers, souvent les enfants qui détiennent la nue propriété des parts. Alors, le coût de cette solution dépend évidemment de la valeur du bien, du nombre d'enfants, de l'âge des donateurs, etc., etc. Mais en tout état de cause, voilà le barème qui est utilisé en France. Et si on fait ce genre de choses, allez, entre 60 et 70 ans, la valeur de l'usufruit représente 40% et la valeur de la nue propriété qui doit basculer aux enfants, donc souvent par donation, quelquefois par vente, n'est que de 60%. Évidemment, si on a un âge différent, si on est plus jeune, l'usufruit est plus important, la nue propriété est moins importante. Et vous comprenez bien que plus on vieillit, plus la valeur de l'usufruit est peu importante et la valeur de la nue propriété est importante parce qu'on se rapproche du moment où le nu propriétaire, un jour, au décès des parents, récupérera le bien. Alors les inférences, c'est ça qui est important. C'est qu'en procédant ainsi, les parents continuent de percevoir les loyers. Au jour du premier décès d'un des parents, le parent survivant continue de percevoir les loyers jusqu'au deuxième décès. On appelle ça un usufruit réversif. Ce mot vient de réversion. Vous avez sûrement déjà entendu parler des réversions de retraite. Et au jour du deuxième décès, les loyers sont basculés vers les enfants, puisqu'on n'a plus d'usufruitier et que ce sont les nus propriétaires qui, récupérant l'usufruit, redeviennent pleins propriétaires. Il faut savoir que cela se fait gratuitement et que cette méthode implique qu'il n'y a plus de droit de succession. Voilà le gros avantage. Donc, l'impôt sur le revenu, vous l'avez compris, est inchangé puisque l'OLIM continue de percevoir ses loyers. L'impôt sur la fortune immobilière est inchangé si jamais il a un patrimoine supérieur à 1 300 000 francs et les frais de gestion sont inchangés également. Par contre, cette solution n'apporte aucun enrichissement et coûte les frais de donation, puisque bien sûr, il faut faire basculer, dans mon exemple, 50, 60, 70% vers les enfants. L'avantage, c'est que cette méthode règle définitivement les droits de succession liés à ce bien, quel que soit le lieu de résidence des héritiers. Donc, vous avez des héritiers qui sont en France, ils n'auront pas, au moment du décès des parents, à payer le moindre impôt puisque le bien leur appartient déjà. La solution 3 est très proche de celle-ci, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une donation qui coûte de l'argent, on va vendre le bien à une SCI qui est démembrée, c'est-à-dire une société civile immobilière dont les parents sont usufruitiers et dont les enfants sont nus propriétaires. Dans ces conditions, les parts de SCI sont réparties, toujours comme dans la solution précédente, entre les parents qui continuent de percevoir les loyers et entre les enfants qui détiennent la nue propriété des parts. Le coût est limité au droit d'enregistrement du bien,
le droit d'enregistrement donc d'acquisition du bien par la SCI, ainsi que s'il y a une plus-value sur le bien, puisque c'est une vente, c'est une mutation, il y aurait éventuellement un impôt de plus-value. Attention, cet impôt est exonéré après 22 ans et les prélèvements sociaux sont eux exonérés après 30 ans. Alors, je tiens à vous dire que tout ce que je vous indique là est, on va dire, encore valable pour une grosse année, puisqu'il ne vous a pas manqué d'observer l'année 2022 et le mois d'avril 2022, pendant lequel on va peut-être conserver le même président, peut-être en changer. Donc, effectivement, les droits de succession, les droits de donation, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur le tapis actuellement et ça pourrait être amené à bouger un tout petit peu. Les inférences de cette solution, eh bien, les parents vont donc toujours percevoir les loyers, mais ils vont les récupérer au terme du crédit qui est mis en place. Par contre, ils n'ont pas vraiment besoin de loyer puisqu'ils ont vendu le bien, ils ont récupéré des liquidités qui devraient leur apporter au moins autant. Enfin, l'idée, c'est que ça rapporte plus que le revenu locatif qu'ils avaient auparavant et qui était quand même grévé d'un certain nombre d'impôts. Donc, la différence entre le revenu brut qu'ils perçoivent et le revenu net, après avoir payé les frais de gestion, les différents impôts, les prélèvements sociaux, c'est ce montant-là qu'on compare, nous, en gestion de patrimoine, et on essaye bien évidemment que dans ce genre de mutation ou de conseil, vous y gagnez, c'est-à-dire que le revenu de substitution qu'on propose permet d'avoir un revenu net supérieur à ce que vous aviez auparavant. Donc, en tout état de cause, comme les parents sont toujours usufruitiers, à la fin du crédit qui est mis en place, les revenus locatifs leur reviendront. Pareil, hein, au jour du décès du premier parent, c'est le deuxième parent qui continue de percevoir les loyers. Et bien évidemment, au deuxième décès, les parents, les enfants sont pleins propriétaires des parts de la SCI. Alors, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, les frais de gestion sont presque inchangés. Attention, en termes d'impôt sur la fortune immobilière, je tiens à vous dire que si vous vendez un appartement 500 000 € et que vous avez 500 000 € de crédit, la valeur nette au moment où vous prenez le crédit, elle est de 0. Donc, vous sortez complètement de l'IFI avec cette solution. Bien évidemment, quand au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez remboursé une partie du capital et votre bien c'est peut-être valorisé, ben votre bien vaut peut-être 520 000, 530 000 € et le capital restant dû à la banque, disons 470 000. 520 000 moins 470 000, ça fait 50 000 € qui rentrent à nouveau à l'IFI. Mais en tout état de cause, il faudra des années pour qu'on retrouve un impôt sur la fortune immobilière tel qu'on l'avait laissé quand on avait 500 000 € de valorisation. On pourra aussi se poser la question de la fiscalité, toujours la même chose. Est-ce qu'on va adopter l'impôt sur le revenu ou l'impôt société? Maintenant, dans ces deux solutions, il y a une absence de droit de succession sur le bien. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même un sujet. On pense qu'avec ces différentes solutions, vous aurez un revenu de meilleure qualité, mais surtout, on va traiter le problème des droits de succession, quel que soit le lieu de résidence des héritiers. J'ai trouvé une solution 4. C'était en fait la première. C'est que si on n'a pas envie de s'embêter avec cette succession d'impôts et de gestion, encore une fois, ce n'est pas à moi de décider si vous devez vendre un bien. Mais dans un patrimoine, il y a des biens qu'on souhaite absolument conserver et des biens qui ne sont pas particulièrement bien placés, où on n'a pas un attachement particulier, ou simplement on a un revenu locatif assez médiocre, net après impôt, assez médiocre. Donc effectivement, on peut vendre le bien dès que possible à un tiers. Alors les afférences, c'est une absence d'impôt sur le revenu, c'est fini, vous coupez
les revenus locatifs en France, une absence d'impôt sur la fortune immobilière, ce bien étant vendu, n'étant plus en immobilier, en tout cas au moins en France, n'a plus à payer le moindre impôt sur la fortune. Et les solutions de placement substitutif sont toujours les mêmes. Vous récupérez des liquidités que vous vendiez à vos enfants, que vous vendiez à une SCI démembrée ou que vous vendiez à un tiers, vous récupérez des liquidités qui vous permettent effectivement d'améliorer une retraite si on est à l'âge de la retraite ou des revenus si on est en âge d'améliorer ses revenus. De toute manière, il faut aussi penser que la vente entraîne dans toutes les solutions que je vous ai proposées, même celles où on conserve en démembrement, une absence de droit de succession. Alors, rapidement, les solutions, mais ce n'est pas le but. Alors, si on a des héritiers dont on estime qu'ils seront présents en France au moment du décès, seul le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation démembré luxembourgeois permet d'éviter ou permet d'échapper aux droits de succession avec des droits de transmission qui seront souvent proches de zéro et quelquefois à zéro. Si l'ensemble des héritiers présomptifs est hors de France ou si on souhaite des revenus réguliers, alors la solution de l'assurance vie hors de France au Luxembourg, en tout état de cause, est une bonne solution, mais on peut aussi détenir de l'immobilier ailleurs, de l'immobilier en Israël, ou la solution que je propose en France pour mes clients franco-français qui payent beaucoup d'impôts, c'est effectivement de travailler avec une SCPI étrangère, Société civile de placement immobilier, mais dont les biens sont situés hors de France. C'est génial parce qu'il y a une diversification. Vous avez à la fois des biens en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Danemark, au Portugal, en Espagne, en Grèce, que sais-je, en Angleterre, en Irlande. Et bien évidemment, on répartit le risque parce qu'on n'a pas un locataire, mais effectivement, on a un ensemble de loyers. On a un petit bout d'une très grosse société qui détient quelques dizaines de milliers de mètres carrés. On n'a plus de gestion. C'est important. Et surtout, comme les biens sont situés à l'étranger, on n'a plus d'impôt en France. Donc, qu'on soit toujours résident fiscal français ou qu'on soit résident en Israël, la France n'a plus à demander le versement d'impôts. Tout au plus, lorsqu'on est encore résident fiscal français, a-t-on l'obligation de le déclarer et on bénéficie d'un crédit d'impôt sur l'impôt qu'on a payé à l'étranger. Alors, les biens sont situés hors de France, donc on n'a plus cet impôt de 20 à 30%, et surtout, on n'a plus de prélèvements sociaux de 17,2%. Par contre, il faut payer un impôt à l'étranger. L'impôt se paye évidemment dans le pays où se situe le bien, mais évidemment pas par vous, puisqu'on a une organisation, on a une grosse machine de guerre qui s'appelle la SCPI, et la SCPI a tous les contacts sur place pour payer l'impôt dans tous les pays où elle a décidé d'acheter des biens. Il faut que vous reteniez que le taux moyen est aux alentours de 20%, qu'il y a une absence d'impôt sur la fortune immobilière puisque les biens n'étant pas en France et vous-même n'étant pas en France, en quoi la France pourrait-elle proposer une taxation? Il n'y a vraiment aucune possibilité. Et puis, il y a également une absence de droit de succession, sauf si, toujours, les héritiers sont en France. Pour les Olim, Hadashim, absence d'impôt en Israël, bien évidemment, puisque ces revenus qui sont hors Israël sont exonérés pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, effectivement, si ce sont des revenus locatifs, il pourrait y avoir une fiscalité en Israël, mais vous savez que c'est très, très peu fiscalisé en Israël, puisqu'on peut choisir une taxation à 10%, au-delà de 6 000 shekels, c'est bien ça, Rachel? C'est 6 000 shekels par mois. Voilà. Et en l'occurrence… 5 200. Pardon? 5 200. 5 200. Merci. C'est Yair, c'est ça qui m'a donné ce renseignement. Ou Alain, l'un des deux. En l'occurrence, 5 200 shekels. Au-delà, on est taxé à 10%.
Mais comprenez bien que si vous avez payé 15 et quelques ou 20% à l'étranger et que l'impôt étranger est supérieur à l'impôt en Israël, il n'y aura pas, même au terme des 10 ans, un impôt supplémentaire à payer en Israël. Voilà. Et les revenus réguliers de CSCPI sur les 10 dernières années oscillent entre 4,50 et 6,30 net d'impôts. À comparer à un revenu locatif en France, compte tenu des prix de l'immobilier qui ont terriblement augmenté en France, aujourd'hui, avoir du 4% ou du 4,5% brut, c'est très très bien. Ce 4,5%, quand vous payez les impôts, quand vous payez les prélèvements sociaux, souvent, il vous en reste entre 2 et 2,5%. Donc, comprenez que dans ces solutions, à partir du moment où vous êtes hors de France, vous avez 4,50, 5, 5,5, c'est-à-dire à peu près le double de ce que vous obteniez en revenus en France. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout vendre. Je ne veux pas être trop vendeur non plus ou trop commercial. Ça veut dire simplement qu'il faut s'intéresser et faire un tri, regarder ce qu'il faut conserver et ce qu'il conviendrait quand même d'alléger. Parce qu'encore une fois, le fait que vous ayez l'ensemble de vos revenus en France est problématique pour demander une taxation en Israël à être résident fiscal israélien. Voilà, avec une SCPI, donc on n'a pas à visiter le bien, on n'a pas à rechercher un locataire, on n'a pas à suivre, à faire de travaux et à suivre ces travaux, on n'a aucun souci de gestion et les revenus sont virés net d'impôts, puisque l'impôt est payé par la SCPI. Les revenus sont virés net d'impôts sur le compte bancaire que vous désignez. Et évidemment, mon conseil, c'est de ne pas les virer sur un compte bancaire en France. C'est de les virer sur un compte bancaire en Israël. Et ça sera un revenu. Il suffit simplement de demander en Israël à avoir la possibilité de recevoir sur son compte en banque des euros. Voilà, je vous donne un exemple. Le marché allemand, rapidement, en 2018, 2 fois moins de faillites en Allemagne qu'en France. Les investisseurs sont attirés par la qualité du parc locatif, des locataires. Il y a un très faible taux d'impayés et de vacances. Les Allemands sont très rigoureux. L'emploi est de bonne qualité, le pouvoir d'achat, la consommation parmi les plus solides d'Europe. Voilà, donc on a des perspectives de plus-value qui sont fortes parce que les prix sont bien moins importants qu'en France. Pour vous donner une petite idée, on est clairement, et vous avez l'habitude de ce chiffre, au-delà de 10 000 euros en moyenne sur Paris. Berlin, la capitale allemande, doit être aux alentours de 3 500 euros. Alors c'est vrai que Berlin est moins beau que Paris, malgré tous les efforts d'Anne Hidalgo. Mais en tout état de cause, cet écart de 3 fois le prix n'est absolument pas normal et il semble logique qu'ailleurs qu'en France, l'immobilier, que ce soit en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, ait tendance, en tout cas, on a un espoir de plus-value plus important que le niveau du marché en France qui est quand même, l'immobilier est très très apprécié en France, donc très recherché et on est sur des niveaux de prix qui sont très importants. Beaucoup plus important d'ailleurs, depuis que les taux d'intérêt sont aussi bas. Voilà, l'autre intérêt pour un épargnant d'investir en immobilier en Allemagne et pratiquement partout en Europe et dans le monde d'ailleurs, c'est la fiscalité qui sera beaucoup plus douce. Donc en premier lieu, ces revenus échappent aux prélèvements sociaux de 17,2. Après, bon, qu'on paye 20% en France, 30% en France ou 20%, alors non, c'est pas 20%, en Allemagne c'est 15,825. En tout cas, cet impôt est prélevé à la source et donc la distribution des revenus aux associés est nette d'impôts. Pour aujourd'hui, je vais arrêter. Il y avait encore d'autres solutions, mais je pense qu'on a fait un tour d'horizon qui est important. Et le plus important pour moi était que vous compreniez qu'il faut vraiment regarder avec une loupe le patrimoine que vous avez laissé en France et regarder s'il n'y a pas mieux à faire en incluant tous les impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune. Pensez aussi aux droits de succession. Donc, c'est un vrai travail personnel. Moi, je suis resté très
très large aujourd'hui dans ma présentation, il est évident qu'un patrimoine, c'est quelque chose de personnel qui doit être traité en sur-mesure. Je suis à votre disposition pour, j'espère, les questions que vous ne manquerez pas de me poser.